Hello chers internautes de Magic Builder, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de modèles de réussite. Comme vous le constatez, nous sommes au village Ki, où nous rencontrerons la reine-mère Wewe Leking, artiste panafricaine engagée dans la défense de la culture. Suivez-moi. Bonjour Wewe Leking. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. À l'état civil, Eddie Nicole Njok. Eddie Njok. Voilà, Eddie Njok. Eddie Njok. Oui, Nicole, c'était loin là-bas. Pourquoi Wewe Leking? Qu'est-ce que ça signifie et d'où ça vient? C'est mon nom d'épouse. Quand je me suis mariée pour la première fois à M. Leking, on m'a donné mon nom d'épouse, comme ça se fait dans notre tradition, c'est Were Were. Et Were Were, c'est le velours de soie, c'est un nom qu'on donne aux gens, on considère comme très doux et très brillant. Ouais. D'accord. Wewe Leking, c'est aussi les reines-mères. Donc vous étiez près de 10 femmes au départ. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous êtes resté que 2. C'est quoi l'histoire des reines-mères? L'histoire des reines-mères, c'est une idée de la reine-mère Serenjo, qui est une des premières actrices de Kimbok avec Boumi Mamadou, qui à un moment donné a eu envie de créer quelque chose avec seulement les femmes. Il y en avait beaucoup à l'époque, vous savez, le groupe qui avait au moins souvent 100 personnes, 100 membres, et tout le monde ne pouvait pas entrer dans le même spectacle. Et comme les gens mûrissaient et qu'ils avaient aussi des envies d'expression personnelle, donc Seren Diop a créé le groupe Les Reines-Mères avec toutes les femmes qui étaient déjà dans le village et qui étaient des mères. Et vous êtes très engagé dans la défense de la culture. Sur quoi repose cet engagement? En matière de culture, c'est toujours sur la spiritualité. La spiritualité d'un peuple qui produit sa culture, c'est-à-dire ses rapports à sa partie invisible, à ses origines spirituelles et à sa destination spirituelle. Au final, le reste, c'est la matière ici-bas. Bien sûr. Et vous pensez que la culture, elle occupe une place de choix en Côte d'Ivoire? Mais pas seulement en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Les gens n'ont que leur culture. C'est la culture, c'est leur culture que les peuples vendent. Sauf nous les Africains, nous on consomme celle des autres et on piétine la nôtre. Aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, Dieu merci. Mais tous les peuples du monde savent que c'est d'abord leur culture qu'ils vendent. Si vous voulez savoir un Chinois, vous regardez leur production artistique, vous écoutez leur musique, quels sont les modes musicaux qu'ils utilisent, ce qu'eux ils entendent, comment ils agencent ça, si ce sont des pentatoniques, majeurs, mineurs, ou avec telle note plutôt que telle autre. C'est la culture, c'est par rapport à comment on se perçoit, les rapports qu'on a avec sa divinité, entre guillemets. Et c'est ça qui produit, c'est ça que l'être essaye de traduire dans la matière pour vivre en harmonie avec lui-même et avec ses sources spirituelles. C'est ça la culture. Et il n'y a pas un seul peuple qui n'ait pas de culture, et c'est ça qu'on apporte aux autres pour faire
donc toute l'humanité et toute la divinité. Et cet engagement que vous avez pour la défense de la culture vous emmène à fonder le village qui... Alors, un tel village demande beaucoup d'audace, beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'argent. Comment vous arrivez à gérer le village qui... Ça a toujours été presque magique et je ne peux pas dire vraiment que je sais comment on s'en sort. Mais le postulat du départ était de prouver qu'on pouvait vivre de son art en Afrique et rayonner à travers le monde et compétir avec le monde sans être obligé de migrer. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, au quotidien, nous faisons notre art. Au quotidien, nous cherchons les opportunités de le placer avantageusement pour que cela puisse nous permettre de faire notre métier avec fierté et avec dignité. Et on peut dire que cela a été prouvé parce que vous avez participé à l'éclosion de plusieurs artistes aujourd'hui connus dans le monde culturel. Bien sûr, vous pouvez en citer quelques-uns. À chaque fois qu'on continue à me poser cette question, ça m'embarrasse parce que les gens connaissent surtout les personnes qui sont sur la scène. Parce que, évidemment, la scène rend plus rapidement célèbre. Donc, on connaît plus les Boni Mamadou, Boni Niarouré, Dobé Niarouré. On connaît des musiciens de haut niveau comme les Babanganyek, on connaît les King Mensa, on connaît dans la danse les Massidi Adjatou, les Yamba Bakom, tous ceux qui percent, tous ceux qui arrivent à percer. Mais je vous assure qu'il y en a autant, sinon beaucoup plus, qui sont, que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la cuisine. Nous avons formé des femmes comme Salimata Ouattara ou la jeune Ala Koko qui vivent de ça parce qu'elles ont appris à faire la cuisine panafricaine. Ces dames-là, si vous voulez faire quelque chose, un buffet panafricain, vous les appelez, elles ne sont pas restauratrices en tant que telles. Mais ce qu'elles vont vous donner, aucun restaurateur de la place ne pourra vous donner. Parce qu'elles ont appris d'abord à aimer le continent, à connaître les cultures du continent. Et donc quand elles vous font un buffet, c'est incomparable. Il y a des gens comme ça, il y a des sculpteurs comme les Diane Lancia, les Joanie Ouedraogo, les Makoso Denyarle, qui sont des personnages aussi à leur niveau. Il y a des créateurs de lumière comme Samba Pes, comme au Burkina, Sari Boulonda, et j'en passe. Ils sont dans beaucoup de domaines. Vraiment, le village qui a apporté une autre façon d'approcher l'art et nos cultures. D'accord. Le village qui, c'est clair, regorge beaucoup de potentiel. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quelles sont les activités qu'on pratique au village qui... Aujourd'hui, on peut dire que le village qui est une école de vie. École de vie. Si vraiment les gens, quand nous ne les formons pas d'abord en tant qu'artistes, nous les formons d'abord en tant qu'êtres humains, divins, donc créateurs, créatifs, inventifs. Nous les révélons d'abord à eux-mêmes et puis nous leur apportons un certain nombre de techniques comme le théâtre, la danse, le chant, les textes, les marionnettes, les masques. Ils apprennent tout cela et ils voient par rapport à eux-mêmes qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent privilégier. On leur apprend à faire des costumes, des accessoires, des décors, etc., de la lumière, du son, avec l'apport de partenaires extérieurs. Voilà. Fils, qui dit pied nous parle de marche. Maître, des marches de manifestation de nos joies sans doute. Ou des marches de protestation. Fils, mais marche.
Pète comme un pied. Ont-il dit, pète-nous? Mais elle ne se lève jamais. Elle ne se lève jamais. Elle ne va jamais nulle part. Elle ne va jamais nulle part. Donc il a de trop. Quoi? Deux belles jambes. Pas même fichu de faire une vraie partie des jambes en lait. Et moi, Ça commence à me manquer, hein, vois-tu? que veux-tu insinuer? En effet, frères et sœurs, mesdames et messieurs, jugez en vous-même le Père, La mère, l'enfant, le frère. Rencontre de l'homme et de la femme dans la liberté d'aimer. Tantôt c'est l'abondance, tantôt c'est la contrainte. Ce que je voulais demander, c'est que vous êtes pluridisciplinaire. Chanteuse, poétesse, chorégraphe, actrice. C'est quoi le secret de Wewe King? C'est ma vocation de formatrice qui m'a amenée à cette pluridisciplinarité. Parce que quand j'ai commencé, je voulais juste faire une compagnie d'art vivant professionnelle. Quand j'ai quitté l'université d'Abidjan où j'ai travaillé comme chercheur pendant 6 ans et que je voulais surtout privilégier mon art, eh bien, je voulais juste créer une compagnie artistique. Mais les jeunes que j'avais, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas le niveau dont j'avais besoin pour montrer ce que je ressentais, ce que je pensais être capable de montrer sur la scène. Donc, il a fallu commencer à les former. Il fallait donc leur apprendre à chanter. Bon Dieu merci, j'avais quelques petites techniques de chant. Il fallait leur apprendre à interpréter des rôles. Et puis, quand j'ai quitté le domaine du théâtre rituel pour élargir mon champ de vision, eh bien, il a fallu leur apprendre la marionnette parce que j'ai introduit les marionnettes, les masques. Et puis, bon, quand il a fallu faire maintenant des opéras, il a fallu leur apprendre à chanter à un autre niveau. Et donc, tu ne peux pas enseigner à quelqu'un ce que toi-même, tu ne... Donc, en les formant, je me suis formée aussi. J'ai dû apprendre à me cultiver davantage dans tous ces domaines. Et là où j'ai trouvé le moyen de m'exprimer moi aussi, je l'ai fait, ce chemin faisant. Et c'est ainsi que je suis devenue pluridisciplinaire. Mais c'était surtout pour pouvoir servir la jeunesse africaine. Il y en a qui sont venus, qui avaient plutôt tendance, qui étaient intéressés par les costumes. Il a fallu approfondir le domaine du costume et l'élargir au stylisme et tout ça. Ceux qui sont venus, qui étaient électriciens et qui avaient des idées sur l'électricité, ont appris à créer des lumières et à faire la lumière. Nous avons des grands maîtres dans le domaine comme Bapès Isoga Samuel, que j'ai cité déjà. Et vraiment, ainsi de suite. Donc, ma pluridisciplinarité est venue pour servir la jeunesse africaine qui s'est confiée à moi, qui a pris le risque de mettre cette étape de leur vie entre mes mains. Parlons justement de jeunesse africaine.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes sont suffisamment entreprenants? Oui, les jeunes, ils ont beaucoup d'énergie pour entreprendre, mais entreprendre quoi? Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut entreprendre. Et puis, comment conduire une entreprise jusqu'à ce qu'elle soit viable et surtout comment la pérenniser. Selon vous, ça passe par quoi? Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous sommes le seul peuple qui n'ont pas leur propre rapport avec leur divinité, avec leurs ancêtres. Nous adorons les ancêtres des autres, nous ne faisons que passer par le sous-couvert des autres, même pour la divinité. Si on est encore sous-couvert pour la divinité, nous n'avons pas suivi même la perception de la divinité de ceux qui nous ont créés. On a diabolisé toute la spiritualité africaine. Un Africain, s'il parle de spiritualité, wow, on pense déjà à la sorcellerie, on pense à ces démoniaques. Vous ne pouvez pas garder vos cheveux tranquilles sans qu'on vous traite de démoniaque. Il faut que vous changez complètement. Dès lors, comment voulez-vous? Vous n'êtes plus totalement un être divin comme les autres, vous êtes sous couvert. Dès lors, vous voyez que ça pose des problèmes. Et les gens ne se rendent même pas compte combien ça impacte tout ce que nous faisons. Parce que notre manière de réagir, même notre manière de faire, quand nos personnes sont riches, qu'est-ce qu'elles font pour leur pays? Elles prennent l'argent là, elles l'envoient ailleurs. Elles achètent des grosses pièces, des cercueils ambulants qui vont rouiller, qui vont les tuer. Et elles mettent cet argent dans ce qui n'a aucune valeur. Elles ne mettent pas ça au service de l'inventivité, de la créativité de leur peuple. Regardez tous les budgets des ministères de la culture en Côte d'Ivoire sont en Afrique, partout. Ce sont les plus pauvres. Pour que notre culture n'essaye même pas. Comme ça, on reste dépendant toute notre vie. On prend des dettes. Alors que nous sommes suffisamment riches pour rassembler tout ce qu'il faut. Si on utilise la créativité, l'inventivité, la culture des peuples d'ici. C'est ça qui est le plus combattu. Et ce n'est pas pour rien. Donc, dès lors que vous êtes un être comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Au moment des indépendances de l'Afrique, il y avait des pays comme la Corée, le Vietnam qui étaient plus pauvres que nous, qui aujourd'hui sont considérés comme des dragons, à l'image de leur culture. Culture, bien sûr. Nous, on est là, on demande assistance. Donc voilà le problème. Donc c'est qu'il faut revenir à nos cultures. Ah oui, tant que tout ce que nous tentons, tant que ce ne sera pas basé sur nos propres spiritualités, sur nos propres approches de la vie, sur notre part de divinité, eh bien, on a maigri Dieu. Alors nous sommes presque au terme de notre entretien. Une avant-dernière question. Si la réussite était le résultat de 3 éléments, que seraient ces éléments selon vous? Le rêve, avec tout ce que cela comporte comme part de spiritualité, comme imaginaire, le travail et l'amour. Rêve, travail et amour. Oui. Alors ça c'est la dernière. Un message à l'endroit de toute cette jeunesse, de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui vous suivent là présentement. Il ne faut pas qu'on nous pourrisse l'intérieur. Il faut que nous gardions l'amour de l'humain, l'amour de l'humain en tant qu'être divin, l'amour des uns et des autres, l'amour de nos ancêtres, l'amour de nos terres, l'amour de notre travail, l'amour de nous-mêmes. Il faut rêver. Ma grand-mère me disait qu'on ne peut pas être pauvre même dans le rêve. Il faut refuser la pauvreté dans le rêve. Non, ça ne nous coûte rien de rêver grand. Bien sûr. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous contraindre à rêver petit, à voir petit dans notre imaginaire. Non.
parce que quand même nous sommes les pères et les mères de l'humanité. Il y a cela, il faut vraiment en être convaincu et aimer nos ancêtres, aimer toutes nos sources, parce qu'il y a une grande part de la divinité là-dedans. Et surtout, il faut travailler. Il faut travailler pas comme des esclaves, il faut travailler comme des maîtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire trouver du plaisir à travailler. Quand vous avez du plaisir à travailler, ce que vous allez faire sera beau. Mais si vous travaillez comme un esclave c'est que lui n'aura jamais la récolte, ce n'est pas pour lui. Il ne peut pas aimer le travail, il ne peut pas faire du travail bien fait. Et à moins qu'on le fouette. Donc voilà ce que je peux dire aux jeunes. Il faut vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'audace dans l'imaginaire et beaucoup de travail. Voilà. Merci, Maman Eliki. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.